Coucou, ça fait longtemps, mais je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que je connais un peu. En fait, j'ai beaucoup travaillé dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était mon sujet de mémoire quand je faisais la formation de criminologie. Donc j'ai beaucoup taffé dessus. J'ai lu pas mal de bouquins sur plusieurs domaines. Et aujourd'hui, je me suis dit, il est temps de le révéler, mon travail au grand jour. Bon, soyez pas déçus, j'ai fait de mon mieux. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de la monstrueuse affaire des enfants tueurs de Liverpool. Effectivement, cette affaire, on en a beaucoup entendu parler dans les années 90, puisqu'elle s'est déroulée en 1993. Il s'agit de 2 enfants de 10 ans qui en ont tué un autre de 2 ans. Mais ils ne se sont pas contentés de le tuer, ce qui est déjà grave en soi. Ils l'ont torturé. Et pourtant, ils ont eu plusieurs fois l'occasion de s'arrêter là et de refaire machine arrière. Mais ils ont continué jusqu'au bout. Nous allons donc découvrir et essayer de comprendre qu'est-ce qui a mené ces 2 enfants de 10 ans à un tel acte de barbarie. Comme c'est un travail qui a été long, et surtout quand je l'ai relu, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à dire. Je pense donc que ce sujet risque de faire 2 vidéos. La première vidéo sera proche de celle que je fais habituellement, à savoir je vous explique les faits, je développe ensuite l'enquête, puis le procès, et cette fois-ci je vais développer aussi ce qui s'est passé après le procès, pour comprendre l'évolution des choses. Et je ferai certainement une seconde vidéo où en fait il y aura plus d'informations sur les 2 protagonistes qui se sont rendus coupables de meurtre, donc les 2 enfants de 10 ans, leur environnement familial de l'époque et bien entendu aussi l'environnement social qui entourait le quartier de Liverpool, et pour faire ensuite un parallèle avec la psychocriminologie et comprendre peut-être pourquoi des enfants d'un si jeune âge en sont arrivés là. En tout cas, pour le reste, on se retrouve tout de suite après le générique. Alors, tout commence le 12 février 1993. Vous avez John Venables, un jeune garçon de 10 ans, qui, à 7h30 du matin, se dirige vers l'école, mais sans grande conviction. Et c'est en chemin qu'il rencontre son meilleur ami, Robert Thompson, qui lui suggère de faire l'école buissonnière. En fait, on se rendra compte plus tard qu'ils ont l'habitude de faire cette école buissonnière et de ne pas aller en cours. Et donc c'est une chose commune dans leur quotidien, nous allons dire. Donc ils décident tous les deux de skipper l'école pour se retrouver dans le grand centre commercial, le New Strand, qui se situe dans la ville où ils habitent, à Bootle. Je ne sais pas si mon accent est assez sexy pour vous. Je pense que ça se dit comme ça. Bon, passons. Quand ils arrivent au grand centre commercial, ils font un mélange de lèche-vitrine et de petits vols à la sauvette dans les magasins. Ils ont notamment volé des bonbons, une petite poupée troll. Je ne sais pas si vous vous en souvenez pour
plus vieux comme moi, qui ont connu ça dans les années 90, les petites poupées trolls. À l'époque, c'était moche, il faut le dire. Maintenant, ça a été level up pour que ce soit un petit peu plus séduisant pour les enfants. Mais avant, c'était vraiment pas terrible. La preuve en est, n'est-ce pas? Ensuite, ils ont aussi volé des piles AA et enfin une bombe de peinture aérosol de couleur bleue. Ils font des va-et-vient dans les magasins, ils vont même aller dans une salle d'arcade dans laquelle ils avaient l'habitude de traîner. Puis assez vite, en début d'après-midi, ils commencent à s'ennuyer. Et alors l'ennui, pour eux, ça se traduit par aller toujours plus loin. Et là, une idée étrange est sortie de la tête du petit Robert Thompson. Let's grab kids, à savoir, kidnappons un enfant. Et effectivement, c'est vers 14h30 qu'ils essayent de mettre une première fois cette suggestion en action. Ils essayent donc de kidnapper un enfant accompagné de sa maman. Sauf qu'ils s'y prennent tellement mal que ça ne fonctionne pas du tout. Et là, au lieu de se dire on n'est peut-être pas assez bon pour ça, c'est peut-être pas une bonne idée, on devrait faire autre chose, non, ils ont continué, ils se sont dit on va tenter une nouvelle approche, ça se passera mieux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Vers 15h30, ils repèrent le petit James Bulger. Bon, alors là, l'accent, je sais, il n'est pas terrible, mais j'ai toujours un mal incroyable à savoir comment ça se prononçait. Donc je vais me contenter à partir de maintenant de l'appeler le petit James. Le petit James est accompagné de sa maman qui s'appelle Denise et qui est affairée au boucher, le AR Teams. Elle est en train de regarder ce qu'elle va acheter. Et c'est 5 minutes qu'il aura suffi à John et Robert pour attirer le petit garçon en dehors du magasin et l'emmener avec eux. Ces 5 minutes, c'est aussi le temps qu'il aura fallu à la pauvre Denise pour se rendre compte que son fils n'est plus avec elle. C'est là qu'elle va faire appel à l'agent de sécurité pour l'aider à retrouver son fils. Elle pense qu'il est sorti tout seul du magasin et qu'il est perdu parce que c'est un grand espace et qu'il est tout petit, il n'a que 2 ans. Mais malheureusement, il ne trouve rien. Il décide ensuite de regarder sur les vidéos de caméras de surveillance pour essayer de le repérer plus facilement. Et c'est là que la pauvre Denise va vivre l'horreur. Elle va apercevoir son fils accompagné de 2 enfants plus vieux que son fils, mais qui n'ont pas l'air très vieux. Ils ressemblent à 2 préadolescents en train de tirer le petit James par la main vers la porte de sortie. Effectivement, elle vient d'assister à l'enlèvement de son fils, qu'elle ne reverra plus jamais. Alors, que s'est-il passé à la sortie de ce centre commercial? Nous allons le découvrir ensemble et vous allez voir qu'il y a eu plusieurs facteurs qui auraient pu arrêter ces 2 enfants dans leur sombre plan. Mais ils ont continué jusqu'à la fin tragique du petit James. Une fois sortis du News Trend, John et Robert décident de s'éloigner de cet endroit, puisque tout le monde les connaît, il y avait fort risque qu'ils se fassent repérer. Donc, ils choisissent d'aller à Walton, la ville d'à côté, pour être sûr d'être tranquille. Ça fait quand même une petite trotte, puisque c'est quand même 4 km de là où ils sont situés actuellement. Pour un enfant de 2 ans, c'est vraiment un long périple, trop long pour un enfant de son âge. C'est pour ça qu'il va être particulièrement agaçant aux yeux de Robert et John. Déjà que James n'est plus avec sa maman, il est avec 2 garçons qu'il ne connaît pas, qui n'ont pas l'air très sympas. Forcément, il est déjà dans un état d'angoisse. Et à cela va s'arrajouter la fatigue de marcher si longtemps. Et bien entendu, cet agacement va se traduire par des premiers gestes de violence.
tout au long de ce trajet d'à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, le petit James va subir les hurlements, les coups et parfois même les menaces. Effectivement, à un moment sur ce trajet, il traverse un pont d'où coule une rivière et pour rigoler, John et Robert vont faire croire à James qu'ils vont le jeter à l'eau et le suspendre par-dessus le pont. Bien entendu, ils ne vont pas le faire, mais cette menace est assez forte pour augmenter l'angoisse que ressent déjà le petit James. Donc nous avons notre trio, 2 enfants de 10 ans qui traînent un enfant de 2 ans en pleurs avec des traces sur le visage de coups. Forcément, ça ne passe pas inaperçu et ils vont rencontrer des personnes. Notamment cette dame qui remarque la situation et qui va leur demander pourquoi le garçon porte des marques de coups sur le visage. Et c'est là que John comme Robert vont se montrer très astucieux. Ils vont à chaque fois qu'ils seront interrogés par des personnes répondre de façon sur deux avec un tel aplomb que personne ne va remettre en question leur dire. Et sur cette question de cette dame, ils vont répondre tout simplement que c'est un enfant qui est tombé et qu'il est perdu, donc ils vont le ramener au commissariat. La dame, elle est satisfaite de cette réponse et les laisse partir, sauf que elle n'a pas fait attention que le commissariat était en totale opposition par rapport au chemin qu'il prenait. Donc on voit que là, les gens s'inquiètent. Mais leur inquiétude s'arrête dès le premier argument qu'on leur sort à partir du moment où ça peut paraître plausible. Ils ne vont pas chercher plus loin. Mais on ne peut pas vraiment leur jeter la pierre parce que même nous, on ne sait pas ce que l'on aurait fait. En tout cas, des témoins comme cette dame-là, il y en aura 37 autres. Et 38 personnes qui croisent un enfant en pleurs accompagné de 2 autres de 10 ans, ça n'a a priori pas permis de les arrêter, ni de leur faire comprendre que cette idée était très mauvaise. C'est pour ça qu'ils arrivent finalement à destination dans un terrain vague qui se situe à la fois à côté des chemins de fer et pas très loin, et même en face du commissariat de Walton. C'est quand même une forme de provocation en soi et une défiance à l'autorité pour des enfants de 10 ans. Je ne sais pas si c'était fait exprès ou si c'était vraiment le terrain vague qui était visé, mais en tout cas, le fait est que c'est un peu provocatif. Et c'est là qu'ils vont commencer leur rituel d'agression violente qui va monter petit à petit, crescendo. Ils aspergent d'abord le petit James avec la peinture bleue qu'ils avaient volée le matin même dans les yeux. Ensuite, ils vont lui mettre dans la bouche les piles qu'ils avaient volées la même matinée. Et vraisemblablement, ce que veulent découvrir plus tard les policiers, et c'est surtout le médecin légiste qui va leur révéler cette information, il s'avère que ces piles auraient probablement été utilisées pour être insérées dans le rectum du petit James. On voit que là, il ne s'agit plus de simple agression gratuite, nous arrivons à une agression sexuelle. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de preuves tangibles, plusieurs éléments amènent à le penser très fortement. Ensuite, il va y avoir une sorte d'enchaînement de coups à base de coups de pied, de coups de poing, avec une barre de fer, des branches d'arbres et finalement des jets de pierre sur le visage du petit James déjà ensanglanté. Quand ils voient l'état du petit garçon, ils se disent qu'il faut qu'ils se débarrassent du petit pour pas qu'on le relie à ce carnage. Le petit James, à ce stade-là, ne bouge plus. Alors, ils prennent son corps et le posent sur les rails du train. Leur objectif ici est de faire en sorte qu'un train passe dessus et que l'on pense que ce n'est qu'un simple accident. On voit la détermination de 2 enfants de 10 ans de cacher leur crime. Ils ont l'intelligence de transformer leur scène de crime pour en faire une scène d'accident.
Et ça montre quand même une forme de préméditation. Parce qu'il n'y a pas ce moment de panique où il laisse tout en plan. Non, à ce moment-là, même s'ils commencent à avoir peur et à se remettre en question ce qu'ils ont fait, ils ne se contentent pas de fuir la scène de crime, ils font une mise en scène. Ça, c'est quelque chose de très important parce que ça va peser lourd dans la balance lors du procès. Et enfin, une fois que le corps est déposé, ils vont finir par jeter des briques sur le corps et le visage pour essayer vainement de le cacher. Une fois qu'ils pensent avoir fait ce qu'il fallait, ils retournent chacun chez eux. Revenons maintenant à la pauvre mère de James, Denise, au moment où elle va faire appel à la police. Le même jour où son enfant disparaît et que les caméras de surveillance ont prouvé que son enfant a été emmené par 2 autres garçons, tout de suite, elle va aller au commissariat. L'enquête va donc débuter. Et c'est après 48 heures que le corps atrocement mutilé de James, après le passage d'un train, va être retrouvé. C'est l'horreur absolue, à la fois pour la population, mais particulièrement pour les parents du petit James. Ils savent qu'ils ne reverront plus jamais leur enfant, et c'est une des plus grandes tragédies de tout parent. À partir de là, l'enquête prend une autre tournure. Il ne s'agit plus d'une disparition inquiétante, il s'agit d'un assassinat. Il faut donc retrouver les responsables. La vidéo prouve qu'ils étaient au moins 2, donc ils cherchent des adolescents entre 10 et 15 ans. Ils vont arrêter un premier jeune homme de 13 ans, mais le relâcher assez rapidement parce qu'il va avoir un alibi et qu'il s'avère qu'il n'a rien à voir avec cette histoire. Les médias vont s'emparer de l'affaire et ça va faire un gros clash médiatique puisqu'ils vont avoir accès à cette image, cette photo qui a fait le tour du monde, celle où on voit le petit James se faire emporter par John et Robert en dehors du centre commercial. Et là, maintenant, les médias savent déjà que le petit James est mort et qu'en plus, il a été écrasé par un train. Ils savent que 2 enfants sont responsables de la mort d'un enfant de 2 ans. Il n'y a rien qui puisse être plus terrifiant comme fait divers que 2 enfants qui en tuent un autre. Et effectivement, c'est ce que les gens vont retenir avec horreur. Et il va y avoir des manifestations, les gens vont être horrifiés. D'ailleurs, quand le premier suspect de 13 ans a été emmené au commissariat, beaucoup de gens s'en sont pris à lui et sa famille. Et c'est pour ça qu'après, les policiers sont restés un peu plus prudents parce qu'ils avaient peur que d'autres émeutes se produisent. Ils ne vont plus communiquer ce qui se passe dans l'enquête aux médias. Et les médias vont faire avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils vont révéler une information. Et à partir de là, les témoignages vont commencer à exploser. On cherche des jeunes enfants entre 10 et 15 ans qui auraient pu être au centre commercial le 12 février 1993. Beaucoup de dénonciations vont se faire et c'est une bérésina totale. Seulement, parallèlement à toute cette histoire, les enquêteurs ont déjà leurs suspects. Ils ont déjà retrouvé Robert Thompson et John Venables grâce aux témoignages de voisinage, notamment une voisine en particulier qui aura témoigné que l'un des 2 garçons avait été vu avec des taches de peinture bleue sur ses vêtements et des taches de sang. C'est à partir de là que les 2 garçons ont été amenés au commissariat pour leur interrogatoire. Et cet interrogatoire va être extrêmement révélateur de ce qui s'est passé, révélateur surtout des 2 profils de John et de Robert, qui sont totalement différents, dû déjà à un environnement familial totalement différent et des caractères qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Pour bien comprendre l'impact que
ces interrogatoires ont sur l'affaire, je vais lire ce que j'avais écrit dans mon mémoire pour que vous ayez des extraits et les moments forts de ces interrogatoires. Et je vais vous mettre quelques images et des passages importants parce que je ne pense pas que je peux mettre moi-même des extraits de l'interrogatoire qui sont accessibles sur Internet. En tout cas, à l'époque où j'ai fait mon mémoire, je les ai trouvés. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Si ça l'est, je mettrai le lien en barre de description. Et sinon, je suis désolée. Donc, on est parti pour l'interrogatoire. Je vais d'abord vous parler de l'interrogatoire de Robert Thompson. John Vonable a été aussi interrogé en même moment, mais dans une salle différente. Les deux garçons sont accompagnés de leur maman qui sert de tutrice, ce qui est normal puisqu'ils sont mineurs. On parle de l'interrogatoire d'enfants de 10 ans. Donc c'est compliqué, ce n'est pas comme des adultes. Il faut être sûr que les enfants comprennent ce qu'on leur dit. Déjà, il faut qu'ils comprennent quand on leur parle de leurs droits et des règles de loi que l'on va leur expliquer tout au long de l'interrogatoire pour qu'ils sachent de quoi on les accuse. Parce qu'à 10 ans, on a conscience de beaucoup de choses, mais pas forcément de toutes les conséquences de nos actes. Et ça va être là la difficulté des enquêteurs. Le sergent détective Phil Roberts et le détective Bob Jacobs. Le détective Jim Fitzsimons et le détective Albert Kirby. Donc entrons dans le vif du sujet. D'abord Robert. Les deux détectives qui vont interroger Robert Thompson sont le sergent détective Phil Roberts et le détective Bob Jacobs. Quand les détectives reçoivent Robert, ils essaient de lui expliquer comment ça va se dérouler, ses droits, et ils lui demandent s'il sait bien faire la différence entre la vérité et le mensonge. Robert va affirmer que oui, malgré le fait qu'il va jongler entre les deux de façon subtile tout au long de l'interrogatoire. Il aura tendance d'ailleurs à se fâcher assez rapidement lorsqu'on va le mettre face à ses contradictions, puisque certes, il arrive à avoir un certain aplomb par rapport aux réponses pour essayer de cacher son angoisse et sa peur, mais il n'a pas encore l'intelligence suffisante pour pouvoir argumenter de façon plausible. C'est pour ça qu'il va faire beaucoup d'erreurs et que les détectives vont facilement lui montrer que ce qu'il a dit ne peut pas convenir et qu'il ment. Ce qui va énerver le jeune Robert qui n'a pas envie qu'on croie qu'il est coupable. Et surtout, il s'aperçoit que son système de défense a d'énormes failles. Et il ne sait pas comment contrer ces failles. Donc, la réponse à ça, c'est l'énervement. Il a, pour un enfant de 10 ans, le mental de quelqu'un qui ne se laisse pas faire et qui n'est pas si facilement impressionné par les adultes. On comprendra plus tard dans l'autre vidéo pourquoi, mais pour l'instant, c'est ce qu'on peut constater par son comportement. I just want to know a little bit about you now, okay? What's your hobby then? Skipping school. Skipping school, is that right? That's not a hobby, that's a profession, Bobby, when you do it as well as you. Bobby, I came round to your house this morning, didn't I? Yeah. What did I say to you? I'm listening. Correct. What for? James, James, what about James? that you said on suspicion of murdering him. Well, very well remembered. Did he Grab hold of James. I don't know. You don't know? He might have made them follow on behind us Did he? and then got him lost somewhere. Were you with him then? When? With John when that happened? No. Is that what you think? It's not the truth. I know the truth. I believe I know the truth. I was there. That's You right. waved. Correct, but I know that a lot of things that have gone on. Yeah, well, do you know it was me that killed him? It wasn't. I never even killed him. Yeah, well, I would want to kill him when I've got a baby of my own. I'm trying If I to. wanted to kill a baby, I'd kill my own, wouldn't I? Mais quand les enquêteurs vont lui montrer qu'on le voit sur les vidéos de surveillance avec John et le petit James, il va dire oui, effectivement,
on était avec James, mais que ce n'était pas lui qui avait atterri James, c'était John. Et comme de toute façon le petit James était derrière lui, comme on le voit sur la photo, ce n'est pas de sa faute, il ne l'avait même pas vu. On voit là que Robert Thompson est un petit garçon endurci qui arrive à camoufler ses émotions pour ne pas paraître angoissé. Chose qu'on va voir après, son camarade ne sait absolument pas faire. Après un certain temps, il va finir par admettre quand même rapidement que John et lui-même avaient réellement séché les cours et qu'ils se tenaient effectivement au New Strand. Donc, il admet sa présence sur les lieux de l'enlèvement. He was just running around, was he, James? Yeah. Will you tell me exactly what, slowly, right? Just said come here. And then he grabbed his hands and walked up the stand. How did he come up to John? How did he come up to John? James? No, he was walking around the strand. Who was? James? The baby. Was he? I told him to take him back. You did what? Told him to take him back. You told him to take it I back? don't Alright, blame. Bobby. No, you're not getting all the blame. I'm just asking your son. We're trying to find the truth. We always get the blame. Wait a minute, Bobby. Listen. Il vient de témoigner de sa présence sur les lieux. Il se retrouve coincé par ses propres aveux. À partir de là, une pause va être demandée. Et les détectives qui interrogeaient John Venables vont se concerter avec les détectives Phil Roberts et Bob Jacobs. En discutant entre eux, ils vont voir que, alors que Robert a déjà avoué quasiment tout, malgré qu'il n'ait pas détaillé ce qui s'est réellement passé et qu'il accuse principalement John, de son côté, John Venables est encore dans le déni total. Il nie avoir été au New Strand et il nie avoir rencontré James. John saying to us that he wasn't down at the Strand. But we were. I know you were at the Strand, but why should he lie to us by saying that he wasn't in the Strand? He's scared of saying that he was down in the Strand because something happened, didn't they? Not the baby got took. Yeah. Not by me. Can we just go through slowly, right, what John did with what, right? You said he got hit with a brick first, did he? Then, what did he do? Another bit. He threw another brick. Why won't you tell us? Wow. Why won't you tell us? I never even killed him. Bobby, What? come on now. You won't be open in a few minutes if you just tell them the truth. John threw a brick in his face. Don't know. Right, try and stop. Right, we're getting there, aren't we? We're getting to the truth now. Yeah, well, I'm gonna end up getting all the blame because I've got blood on me. Was he able to talk, Yeah. James? Yeah. What did he say to you? You want me now? Donc la première journée d'interrogatoire de Robert se cible par admettre tout ce qui s'est passé, mais en accusant tout le temps John d'avoir agi seul. Il ne fait que répéter qu'il était là, qu'il a bien vu ce qui s'est passé, mais que lui-même n'a pas agi. Il n'a pas frappé le petit James, il ne l'a pas tué. Et pourtant, quand sa maman va lui demander pourquoi il avait amené une rose sur le mémorial qui était fait pour le petit James, il va lui répondre qu'il avait fait ça pour demander pardon à James et pour lui dire qu'il avait essayé de le sauver. On voit que c'est surtout une défense pour faire croire à sa mère qu'il n'a rien fait, parce qu'il a à ce moment-là beaucoup besoin du soutien de sa mère et du coup il ne veut surtout pas qu'elle sache la vérité. Il va donc continuer en argumentant une dernière fois en disant « Eh bien, vous pouvez aller demander à notre professeur qui est le pire entre John et moi, et elle vous dira John. » Et cette attitude paniquée que fait ressentir Robert à tout son entourage va pousser sa mère à lui dire qu'il était préférable qu'il dise la vérité.
Et bien qu'au début, il va un peu bafouiller, il va finir par dire « Eh bien, je vais arrêter de rejeter toute la culpabilité parce que j'ai du sang sur les mains. » Cependant, quelque chose va faire basculer l'interrogatoire. Effectivement, les détectives vont revenir sur ces propos pour essayer de comprendre le déroulé des faits. Et à un moment, les questions vont tourner vers ce que Robert et John ont toujours refusé d'expliquer à la police. Effectivement, le détective Roberts va demander à Robert Thompson que sont devenues les piles qu'ils avaient volées le matin même. En précisant qu'il y a des traces sur les parties génitales du petit James et que son corps a été retrouvé avec le pantalon et le slip baissé. Cette question va fortement troubler le petit Robert. Il va devenir rouge, il va perdre son sang-froid habituel et va totalement paniquer. C'est l'une des seules fois où il va nier violemment ses faits et l'existence même de ces piles. On sent que ces piles sont liées à une action qui le rend particulièrement honteux, alors que jusqu'alors, les violences étaient déjà en elles assez accablantes. Mais là, les piles sont liées donc a priori à un acte d'agression sexuelle qui n'assume absolument pas du tout. Là, Robert ne peut plus reculer et commence à paniquer de plus belle. Il va d'abord s'énerver, puis quand l'inspecteur va lui demander qui a baissé le pantalon, Robert va craquer. Il va se mettre à pleurer et il va avouer « Je ne suis pas un pervers, vous savez. Qu'est-ce que vous diriez si je disais que vous étiez un pervers ?» Il va d'abord contester ces accusations, puis il va admettre « Je suis un pervers, ils disent que j'ai joué avec son Willy. » Son Willy comprenait les parties génitales de James. Et quand le détective Robert lui demande « Qu'est-ce que John aurait pu dire sur ce que tu as fait à James ?» Robert répond « John dirait qu'il a enlevé le pantalon de James et joué avec son intimité. » À ce stade-là, on ne sait pas qui a fait quoi, mais on sait à peu près tout ce qui s'est passé, sauf le détail de l'agression sexuelle. On comprend qu'elle a eu lieu, mais jamais les détails ne seront révélés ni par Robert ni par John. Maintenant, nous allons regarder de plus près l'interrogatoire de John Venables. La défense de John Venables est totalement différente de celle de Robert. Effectivement, le jeune garçon n'a pas la force mentale de Robert. Il panique très facilement, il se sent très vite acculé et n'assume absolument pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, l'interrogatoire va très mal se passer. La plupart du temps, les inspecteurs vont être dans l'obligation d'arrêter l'interrogatoire car John va être tellement accablé qu'il va être tétanisé, il va beaucoup pleurer, il va être vite incapable de parler, il va faire de nombreuses crises d'hystérie, ce qui va rendre cet interrogatoire très compliqué. Il va d'abord beaucoup nier les choses. En fait, la stratégie de John, ce n'est pas de mentir, puisqu'il a certainement appris à ne pas mentir, mais il va omettre de dire la vérité. Il va plutôt se contenter de ne rien dire plutôt que de mentir. C'est là la grande différence aussi entre Robert et John. Quand Robert a une facilité énorme de dire des mensonges, John ne peut pas le faire et préfère ne rien dire. Quand il va être acculé, il va commencer à accuser Robert, de la même façon que Robert l'a accusé, même si chacun ne le sait pas. Et pour pouvoir accuser Robert sans dire ce qui s'est passé, il va se contenter de diffamer sur son ami, en disant déjà que ce n'est pas son ami. Il va dire qu'il ne le fréquentait pas, qu'il l'évitait même à l'école. Il qualifie Robert de « the bad one », « the troublemaker ».
Il veut montrer que si quelque chose a été fait de mal, c'est forcément lui, parce que vous voyez sa réputation. Et si vous ne la connaissez pas, moi je veux vous la donner. Il va commencer par dire « D'ailleurs, Rob joue uniquement avec les filles, car les autres camarades le considèrent comme quelqu'un de mauvais. Et puis, il est comme une fille, il collectionne les poupées trolls, celles qui sont nues, qui montrent les derrières, et il suce son pouce. » Il veut montrer que Robert a un comportement anormal. Quand on entend ces accusations et qu'on sait ce qui s'est passé avec le petit James, on se dit à ce moment-là qu'il veut discréditer Robert pour que les accusations d'agression sexuelle se retournent contre Robert uniquement. Ou en tout cas, même s'il ne sait pas que les inspecteurs sont au courant, dans sa tête, il voudrait qu'on considère que c'est Robert qui est anormal et qui a un comportement pervers. C'est pour ça qu'il dit qu'il joue avec des poupées et que c'est le mauvais garçon. Mais quand les inspecteurs lui amènent des preuves que Robert et lui se fréquentaient et que ce jour-là, ils étaient encore ensemble, il est obligé d'admettre leur relation. Mais il va continuer d'accuser Robert d'avoir celui qui a les mauvaises idées. Il va expliquer qu'il vole avec Robert et que c'est très excitant d'être en sa compagnie parce qu'il fait des choses avec lui qu'il n'aurait jamais fait avec un autre de ses amis. Il aurait trop peur. On a l'impression que c'est Robert qui a effectivement les mauvaises idées, mais que John le suit très volontiers parce que ça lui donne une excitation qu'il ne connaissait pas avant. Et quand les détectives vont lui annoncer après la pause que Robert a déjà avoué qu'ils étaient tous les deux au New Strand, John va être accablé à son tour. He said that the two of you were in the Strand and that you saw the little boy. We never. Yeah, we was, but we never saw any kids there. We never robbed any kids. So you were in Bootle New Strand. Was you in Bootle Strand? Yeah, but we never got a kid, Mum. We never got a Mrs. kid. Venables, would you? I must ask you not to get angry with it. I never got the boy. I never killed him, Mum. And he said that you took him by the hand and led him out of the Strand shops. We never. He's a liar. Calm down. Oh my gosh. All right, come on, look. Il va accepter l'idée que oui, ils étaient présents au New Strand, mais jamais ils n'ont kidnappé d'enfants. Et quand les inspecteurs vont insister, il va commencer à avoir une autre crise d'hystérie. C'est un peu comme ça que ça marche, tout cet interrogatoire. À chaque fois que la pression est trop importante, John devient hystérique et se renferme sur lui-même et explose en pleurant, puis ne dit plus rien. Les inspecteurs vont décider de prendre la maman de John à part. Ils vont demander à sa maman de dire à John que quoi qu'il admette, quoi qu'il ait fait, elle et son mari continueront de l'aimer toute leur vie. Et c'est après ces mots que John va enfin se relâcher un peu et accepter de dire une partie de la vérité. Car l'attachement que John a envers l'amour de ses parents et le fait qu'il ne veut pas perdre cet amour est très fort. Et c'est ça qui, jusqu'à maintenant, le maintenait dans cette bulle d'anxiété, qui l'empêchait de dire la vérité. Il admet donc qu'ils ont été récupérer le petit James et qu'il voulait simplement se promener avec, pour indiquer que ce n'était pas un kidnapping malveillant, il voulait juste s'amuser avec le petit. Puis il va expliquer pourquoi ça s'est dégradé en accusant encore Robert. On a pensé à chercher sa mère, mais Robert a suggéré de le jeter dans l'eau du canal. Robert essaya de faire pencher le bébé au-dessus de l'eau, espérant qu'il allait perdre l'équilibre et tomber. Mais James ne voulait pas aller au bord de l'eau. Robert l'a pris et le jeta par terre. Effrayé, on a fui, mais on est revenu.
On voulait juste se promener dans le coin avec le bébé. Le témoignage de John va s'arrêter là. Il a juste admis pour le moment qu'il était avec James et avec Robert, qu'ils sont sortis du magasin et qu'ils l'ont traîné sur quelques kilomètres et qu'ils l'ont taquiné pendant le chemin. Là, c'est vraiment énormément minimiser les choses. Alors, les inspecteurs vont essayer de pousser parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas ce qui s'est passé. Le pire n'a pas du tout été admis ni révélé. Et c'est un comportement facilement prévisible pour un enfant de 10 ans de ne pas assumer d'avoir torturé, agressé sexuellement et tué un enfant de 2 ans. On peut s'attendre à ce que les aveux soient difficiles à obtenir. Et c'est exactement ce qu'il se passe. So we walked up to him and we were walking around with him and I took his hand. Well, whose idea was it to walk towards him? Mine. Was it? What did Then you it was Robert's idea to kill him. And we went outside to the canal. What for? Don't know, we said let's throw him in the water. I didn't throw any bricks because Robert said pick a brick up and throw it. I just threw it on the floor. What was Robert saying while he was doing all this? We were saying stay down, you stupid dick and all that. Why did he want him to stay down? Don't know. Wanted them dead, probably. Where did the stones in the bar hit him? In the head. And you say the bar knocked him out? Yeah. Onto the railway track. And what happened then? No, he was just lying there. Just finished now because I can't speak anymore. Puis il ajoute qu'il n'a jamais été en colère contre James pour expliquer qu'il n'avait rien contre le petit garçon. À les entendre l'un comme l'autre, personne n'a réellement frappé James et ils ont tous les deux fait semblant ou ont essayé d'arrêter l'autre de faire du mal au petit garçon. Qui croire, on ne le saura certainement jamais, car personne jusqu'à maintenant n'est capable de dire comment les faits se sont déroulés exactement. Et quand la fameuse question des piles est abordée, John devient de nouveau hystérique. Il n'est pas capable de répondre à cette question et il panique totalement. On voit que, de la même façon que pour Robert, cette question reste un énorme tabou. Et les réactions sont assez violentes, puisque John en arrive à frapper son père pour ça. Pourquoi il frappe son père? Peut-être parce qu'il rend responsable son père d'avoir semé une idée dans sa tête. Peut-être parce que son père est de sexe masculin, peut-être que c'est à cause d'une chose qu'il aurait dite ou qu'il lui aurait montré, qui aurait éveillé une question qui l'aurait poussé à cette agression sexuelle. On ne le saura jamais. Mais en tout cas, on voit que la réaction de John permet de croire que lui, tout autant que Robert, ont quelque chose à voir avec l'agression sexuelle du petit James. A short while ago, as is detailed on your custody record out there, you had a conversation with your mum and you then requested that myself come into the room. Is that right? Yeah. And what was it you told us? That I killed James. Voilà. Je sais que cette partie sur les interrogatoires était vraiment très longue et fastidieuse, mais franchement, il me semblait que c'était quelque chose d'indispensable à avoir compris pour pouvoir cerner la personnalité de ces deux garçons. Donc le procès a lieu le surlendemain de leur arrestation, c'est-à-dire le lundi 22 février. On voit donc que l'enquête n'a pas duré très longtemps finalement, puisque les coupables ont été vite retrouvés. Et il faut comprendre que nous sommes donc en Angleterre et qu'en Angleterre, pour un crime de sang sur un enfant, même si les accusés sont eux-mêmes des mineurs de moins de 15 ans, ils peuvent être traduits en cour d'assises.
Ça veut dire que même s'ils sont mineurs, ils vont être jugés comme des adultes. Car ici, on parle d'un crime de sang sur enfant. Mais le contexte médiatique important aux alentours de Liverpool font que le procès aura lieu ailleurs, pour éviter toute influence du public sur le procès. Car effectivement, les membres du jury, s'ils sont de la ville où s'est passé le meurtre, on peut conclure que ce ne sera pas hyper impartial. Donc le procès aura lieu à Preston, qui se situe à une cinquantaine de kilomètres de Liverpool. Le procès aura lieu donc le 1er novembre 1993 devant la Crown Court of Preston. Et il ne va durer que 3 semaines et demie. Pour pouvoir visualiser la scène, alors vous avez John Venable et Robert Thompson qui sont dans le box des accusés, accompagnés de tuteurs et non de leurs parents, sur des sièges surélevés pour qu'ils puissent voir correctement la salle de tribunal. Ils vont être habillés avec leur uniforme scolaire, si je me souviens bien, pour paraître plus angéliques, en fait, pour faire certainement un peu plus pitié pour leur défense auprès du juge et des jurés. Vous avez donc les jurés d'un côté, vous avez le juge qui en Angleterre ont un uniforme bien particulier, à savoir une robe noire, mais aussi une perruque qui est assez impressionnant. Certes, qui peut ne pas paraître très rassurant, mais c'est comme ça. Et les avocats aussi, eux, sont habillés à peu près de la même façon. Tout au long du procès, il va y avoir beaucoup de témoins qui vont venir à la barre, forcément pour témoigner, mais tous les témoignages vont être quasiment à charge uniquement. Je crois qu'il n'y aura même pas de témoignage à la décharge de John et Robert. Le seul argument qui, à la décharge de ces deux accusés, sera le fait qu'ils avaient tous les deux regardé un petit peu avant le meurtre de James un film qui s'appelle Child Play 3, qui en français c'est Chucky la poupée de sang, le 3e volet. Et la défense va expliquer qu'ils ont été influencés par ce film. Pour quelles raisons ? Ils vont dire que dans ce film, on voit 2 enfants qui pourchassent donc la poupée Chucky et ils s'en débarrassent en la mettant sur les rails d'un train fantôme et que le train fantôme, effectivement, tue la poupée en lui roulant dessus. C'est exactement ce qui s'est passé avec le petit James. Donc oui, effectivement, ça peut être ce film qui a influencé la façon de faire, qui a influencé, on va dire, le mode opératoire de John et Robert. Mais ça n'expliquera en aucun cas l'action en elle-même. D'ailleurs, petite anecdote, dès le lendemain de cette annonce au tribunal, les journaux vont fustiger cette vidéo et amener la population à jeter tout film d'horreur, et notamment celui-ci en particulier, à la poubelle pour ne pas pervertir les enfants. Ça va assez vite, assez loin. Je pense que les réalisateurs de ce film se sont bien mordus les doigts. Et petite chose à savoir aussi, pour des raisons d'anonymat, la presse est tenue de ne jamais donner les véritables noms de Robert Thompson et John Venables pour à la fois les protéger eux, mais surtout leur entourage. Donc Robert Thompson va devenir enfant A et John Venable sera nommé enfant B. À la suite de ce procès, qui aura donc duré 3 semaines et demie, ce qui est plutôt bref, puisque on voit qu'ici, il n'y a pas réellement de débat et de questions à se poser sur la culpabilité des 2 garçons. Cependant, un dernier point reste encore à éclaircir.
effectivement, Robert et John ont été jugés en tant qu'adultes. Mais leur âge, 10 ans, permet de se poser quand même la question de savoir est-ce qu'ils ont réellement conscience de ce qu'ils ont fait, en tout cas de la finité de leur crime, à savoir la mort du petit James. Et on est en droit de se poser la question avec certains des événements, comme notamment par rapport à Robert, qui, pendant son interrogatoire, a demandé aux inspecteurs s'ils avaient amené James à l'hôpital pour le ramener à la vie, ou encore quand John demande à ses parents, pendant le procès, s'ils pensaient que Baby James était venu dans la salle de procès. On voit ici qu'effectivement, la notion même de la mort du petit James n'a pas l'air d'avoir été intégrée dans la tête des deux garçons. Mais comme je l'ai dit précédemment, ça ne change pas grand-chose au verdict puisqu'ils ont été jugés comme adultes et qu'ils ont démontré en début d'interrogatoire qu'ils étaient conscients de faire la différence entre le bien et le mal. Donc la conclusion, c'est que même si on peut émettre des doutes sur leur compréhension de l'acte meurtrier, au niveau du procès et de la peine qu'ils encourent, il n'y a aucune conséquence. C'est au 17e jour d'audience que les membres du jury vont devoir répondre aux questions « Est-ce que Robert Thompson et John Venable sont responsables de ces 3 chefs d'accusation, à savoir accusation d'enlèvement d'enfants, meurtre d'enfants et tentative d'enlèvement pour le premier garçon qu'ils ont essayé d'enlever ». Il ne leur a fallu qu'un peu plus de 5 heures pour se décider et pouvoir donner leur avis à l'unanimité sur les 2 premiers chefs d'accusation, à savoir l'enlèvement et le meurtre. À cela, ils considèrent que John et Robert sont coupables. La tentative d'enlèvement, elle, sera laissée en stand-by car il n'y aura pas eu d'unanimité et cette accusation sera au final abandonnée. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose au verdict puisque les 2 premières accusations sont tellement graves, ça ne changera pas la dureté de la sentence. Et cette sentence, la voici. Ils sont tous les 2 condamnés à la réclusion à perpétuité. Et ça peut vous étonner, mais parce que ce sont 2 mineurs de moins de 15 ans, mais en Angleterre, c'est une peine systématique en cas d'enlèvement et de meurtre d'enfants. Et comme ils ont été jugés sur une cour d'assises comme des adultes, ils ne dérogent pas à la règle en ce qui concerne leur sentence. Mais comme ils sont 2 mineurs de moins de 15 ans, une formulation toute particulière va s'appliquer dans ce cas. Il s'agit ici d'une période de détention illimitée selon le bon plaisir de Sa Majesté. Et c'est cette différence qui va avoir un enjeu de taille. Dans le box des accusés, Robert Thompson n'a pas bronché à l'énoncé de la sentence. Il est bien seul d'ailleurs car ni sa mère, ni son père, ni même aucun de ses frères n'ont jugé utile de venir se déplacer pour ce procès. Alors que de son côté, John Venable, lui, il a fondu complètement en larmes. Il a crié à sa mère « Dis-leur que je regrette ». Il est encore dans cette démarche de se défendre, d'être un monstre. Il ne veut pas que les gens pensent de lui que c'est quelqu'un de monstrueux. Il va finir d'ailleurs par s'agripper au bras de son accompagnateur qui va lui murmurer quelques mots pour essayer de le calmer. De leur côté, les parents de John, qui sont assis à quelques mètres de leur fils, vont éclater en sanglots. On voit aussi là la grosse différence entre la famille Venables qui est là pour soutenir leur fils quoi qu'il arrive et qui pleure la sentence, et la famille Thompson qui ne s'est même pas déplacée pour savoir ce qui allait devenir à Robert. On comprend aussi pourquoi d'un côté vous avez un Robert assez dur envers lui-même et son attitude, et John qui a l'air d'avoir été beaucoup couvé par ses parents et qui du coup craque beaucoup plus facilement. Et maintenant nous allons voir ce qui se passe après ce verdict. Tout d'abord, John et Robert ont été tous les 2 placés dans des centres de détention pour mineurs
dans des centres totalement différents. Parce que maintenant, ils ont interdiction totale de se revoir. Puis, à leurs 15 ans, ils changent de centre de détention. Et ce qu'il est prévu à ce moment-là, c'est qu'à 20 ans, ils aillent en prison. Mais ça ne va pas du tout se passer comme cela. Effectivement, un événement crucial va les faire libérer à l'âge de 19 ans. Et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Excusez-moi du langage, mais là, ça dépasse tout l'entendement. 2 enfants qui ont enlevé, torturé et tué un petit garçon de 2 ans n'auraient fait que 9 ans de prison. Est-ce que c'est normal? Eh bien, je ne pense pas. Et la plupart des gens ne le pensent pas. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une bonne idée? On va voir que pas forcément. Mais en tout cas, c'est ce qui va se passer. Alors, pourquoi? Tout ça va se dérouler grâce à l'intervention de la Cour européenne des droits de l'homme. Plusieurs choses vont être reprochées à ce procès et vont mettre à mal la détention de ces 2 garçons. Tout d'abord, la première revendication de la Cour européenne des droits de l'homme concerne cette valeur totalement arbitraire propre à l'Angleterre, à savoir que autoriser un ministre de l'Intérieur et de la Justice à intervenir dans une décision judiciaire est pour eux complètement condamnable. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le verdict, il y a une formulation qui a fait toute la différence. Le fait que la détention des 2 jeunes hommes était maintenue selon le bon vouloir de Sa Majesté, c'est de cela que parle la Cour européenne des droits de l'homme. Car oui, lorsque l'on parle de bon vouloir de Sa Majesté à ce moment-là, il s'agit ici du fait que le ministre de l'Intérieur et de la Justice parle au nom de Sa Majesté. Cela signifie que ce n'est pas le juge qui a mené le procès qui est à même de délibérer concrètement sur l'avenir de ces 2 jeunes hommes. Et c'est ça que condamne la Cour européenne des droits de l'homme, entre autres, car on va voir qu'il y a d'autres choses qui leur semblent aussi condamnables, notamment le fait que les enfants âgés de 10 ans n'étaient pas accompagnés de leurs parents dans le box mais par des tuteurs, et aussi la tenue très conventionnelle des juges et des avocats qui pourraient effrayer les enfants. Il est à noter qu'en Angleterre, il y a une spécificité qui n'existe pas en France, à savoir que lors d'un procès en assises, on ne juge que les faits, et uniquement les faits. Ce qui signifie que, contrairement en France, il n'y a pas de charge atténuante pour aider la défense. C'est ce qui se traduit par l'influence extérieure, le passé des coupables ou l'environnement toxique qui peut avoir amené quelqu'un à agir de telle façon ne compte pas dans un procès en Angleterre. Et c'est très important parce que du coup, il n'y a rien qui puisse aider John et Robert à ce moment du procès. Cette intervention de la Cour européenne des droits de l'homme va être une opportunité pour les avocats de la défense de Robert et John qui vont en profiter pour demander une libération anticipée. Ils vont monter un dossier et cela va fonctionner. C'est pour ça que Robert Thompson et John Venable vont se retrouver dehors à l'âge de 19 ans. Et ça nous paraît aberrant parce que pour le crime qu'ils ont commis, ils n'ont fait que 9 ans, de même pas prison puisqu'ils étaient en centre de détention pour mineurs. Ils n'ont jamais réellement fait de prison. Donc ça enrage beaucoup le public, ce qui est normal, et notamment les parents du petit James, très particulièrement Denise, qui n'acceptera jamais cette décision de justice. D'ailleurs, ce qui va mal passer, c'est qu'on va donner une nouvelle identité et un nouveau numéro de sécurité sociale à John comme à Robert pour être sûr que personne ne les retrouve et ne les assimile à ce crime.
je trouve que c'est pas forcément une bonne décision parce que c'est un peu les détacher du crime qu'ils ont commis et faire en sorte qu'ils n'en portent pas la culpabilité. Bon, après, c'est vrai que ça dépend surtout du profil et du caractère de chacun d'accepter la culpabilité ou pas d'un crime que l'on a commis, mais par rapport à la justice, ça a une symbolique de détachement, je trouve, c'est personnel. En tout cas, le résultat est là. D'ailleurs, il va y avoir plusieurs spécialistes qui vont donner un avis défavorable à cette décision et qui vont expliquer en parlant de Robert et John. Lorsqu'ils prendront conscience de ce qu'ils ont fait, ils tomberont dans une psychose. Au mieux, rongés par la culpabilité, ils deviendront la proie permanente d'idées suicidaires. Autant les maintenir incarcérés pour les empêcher de commettre l'irréparable. D'ailleurs, le chef Albert Kirby, qui a enquêté sur cette affaire, rajouta en parlant de leur rédemption: elle doit d'abord passer par une véritable incarcération dans une prison pour jeunes adultes. Je vois bien en quoi cette affaire est difficile à gérer pour les pouvoirs publics, mais j'ai toujours pensé qu'ils pourraient un jour se réinsérer. Mais il pense que cette réinsertion n'est possible qu'après un certain nombre d'années enfermés en prison. Et comme une majorité des personnes et des spécialistes, il pense que 9 ans en centre de détention pour mineurs n'est pas suffisant pour restructurer des zones ayant commis un tel crime. Et il va s'avérer qu'il n'avait pas forcément tort. Car bien que Robert Thompson n'a pas fait partie de lui à sa sortie de prison, d'ailleurs sa vie dans ce centre de pénitencier pour mineurs lui a permis de se restructurer, je dirais même de se structurer tout court, parce qu'on va le voir dans la prochaine vidéo, il n'avait pas eu l'éducation nécessaire pour avoir une forme de structure. Et c'est ce centre de détention qui lui a permis de se donner des limites, de savoir comment se gérer, de voir ce qui est vraiment bien ou mal et de se donner une chance d'avenir. Bon, après, la culpabilité, elle est là. Et le crime, aussi odieux qu'il soit, il faut l'assumer. Donc, bon, il n'a pas fait parler de lui, c'est déjà ça. Par contre, John Venables, c'est une toute autre histoire. John Venables, au début, il n'a pas fait parler de lui non plus pendant 5 ans. A priori, il s'en sortait même plutôt bien. Il allait régulièrement à ses séances de psy, il allait à tous ses rendez-vous avec son agent de probation, tout se passait normalement. Mais en 2006, tout va commencer à s'écrouler quand on va lui refuser une formation qui lui permet de trouver un bon poste et que sa petite amie du moment tombe enceinte. Tous ses projets s'effondrent et il va tomber dans des travers tels que l'alcool, la drogue et les femmes. On a l'impression de parler sexe, drogue et rock'n'roll, mais c'est pas vraiment ça. Plus tard, il se reprend en main et son bon comportement lui donne l'autorisation de sortir du pays. Il va aller aux Pays-Bas, à Amsterdam, et comme on pouvait le prévoir, il retombe dans les travers, quoi. Il y a des fois, les décisions, je ne les comprends pas tout à fait parce que c'était un petit peu obvious. Mais bon, on va faire comme si c'était une erreur de parcours. Again, encore. Donc, comme je le disais, là-bas, il consomme beaucoup de drogue et de prostituées. Du coup, il revient à la case départ. Et là, on se pose la question de pourquoi il se réfugie autant dans les drogues. Parce que oui, il y a eu ce refus de formation, oui, sa petite copine est enceinte, mais il y a autre chose. Il vit avec l'angoisse d'être reconnu. Ce n'est pas tant la culpabilité du crime qu'il a commis qui le fait peur, c'est le fait que quelqu'un le reconnaisse et sache que c'est lui qui a tué le petit James quand il avait 10 ans.
Et ce déracinement dû quand même au fait qu'il n'a plus son identité, lui comme Robert d'ailleurs, ça n'aide pas à la stabilité. Donc tous ces événements font qu'il n'arrive plus à s'en sortir. Et alors que au tout début tout se passait bien, et c'est à cause de ça que la décision a été prise, que les rendez-vous avec l'agent de probation se sont distancés, et alors que ça lui faisait plutôt du bien, et il a replongé plus facilement dans l'instabilité, l'anxiété, les drogues et les femmes. Mais pas que. Un soir, alors qu'il est dans un pub, il est un peu éméché, il va révéler sa véritable identité à la personne avec qui il traînait. Ce qui est une très mauvaise idée, puisque 2 semaines après, il doit quitter l'emploi qu'il avait à ce moment-là et doit aller vivre ailleurs par la même occasion. Mais comme John n'a nulle part où aller, c'est son agent de probation qui fait appel à la police lorsqu'il apprend que son identité a été révélée. Donc les officiers de police, ils vont faire une perquisition chez lui et vont perquisitionner son ordinateur, parce qu'à ce moment-là, il a commis une faute grave, à savoir révéler son identité alors qu'il en avait interdiction. Et c'est en fouillant dans son ordinateur qu'ils vont découvrir l'incroyable. Ils vont trouver une centaine d'images pédopornographiques, et certaines d'entre elles mettent en scène le viol d'enfants de 2 ans. Alors, est-ce que vous voyez là où il y a un énorme malaise quand même? On se repose la question de l'agression sexuelle du petit James, même si elle n'a pas été avérée durant le procès. On se pose la question s'il n'était pas plus impliqué qu'il n'a voulu le dire à l'époque. Et donc la conclusion pour le moment, c'est retour à la case prison, qui finalement il ne l'avait pas vraiment fait puisqu'il n'était qu'en centre de détention. Là il va en prison, c'est un adulte, c'est normal. Il prend 2 ans, bon, c'est pas énorme, mais après c'est que détention de l'image pédopornographique. Donc en 2011, il retourne en prison, il est libéré en 2013 et on lui fournit encore une fois une nouvelle identité. Pour qu'il gâche malheureusement une seconde opportunité en retournant en prison en 2017 pour une détention d'images pédopornographiques encore une fois. La conclusion, c'est que en ce qui concerne la fameuse enquête sur la mort du petit James, nous avons la liste des tortures qu'a subi le malheureux petit garçon. Mais nous n'avons pas le détail de réellement comment ça s'est déroulé et surtout qui a fait quoi. Et spécialement en ce qui concerne l'agression sexuelle du petit James. Et quand on voit l'après-procès, ce qui sont devenus à la fois Robert et John, on peut se poser la question de, bien que Robert avait l'air d'être le leader, puisqu'il avait l'air d'être celui qui donne les idées et John se contentait de suivre, même si il veut adorer suivre les indications de Robert, il avait juste besoin de quelqu'un lui implante les idées, mais il était content d'y participer a priori. On peut se poser la question de cette idée d'agression sexuelle, est-ce qu'elle aussi vient de Robert ou plutôt de John? Quand on voit ce qui s'est passé après, on peut se dire que c'est peut-être plutôt John qui était l'instigateur de cette agression sexuelle. Ou alors on peut se dire que c'est ce qui s'est passé ce jour-là qui l'a marqué au point d'avoir une tendance pédophile qui est née en lui ce jour-là, qui a priori ne s'est pas révélé chez Robert Thompson puisque lui n'a jamais eu affaire de nouveau à la justice. Et pourtant, c'est quelqu'un de surveillé puisque c'était la condition pour avoir une nouvelle identité. Voilà. Après, vous pouvez vous faire votre propre avis. D'ailleurs, je serais super intéressée de savoir ce que vous en pensez. Qui est le plus responsable entre John et Robert?
ou bien ils sont tous les deux responsables à égalité. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que dit le caractère de chacun et surtout par rapport à ce qui s'est passé après qu'ils aient été libérés? Moi, j'ai mon avis là-dessus. Après, c'est un avis personnel. Et puis, on en saura encore un peu plus avec la prochaine vidéo où on entre vraiment à l'intérieur de la vie de chacun. Et peut-être qu'on se donnera un autre avis. D'ailleurs, ce sera super intéressant que vous mettiez votre avis maintenant sur ce que vous pensez de John Venables et de Robert Thompson et qu'ensuite, vous donniez à nouveau votre avis après avoir su dans quel environnement ils ont vécu et quels sont les facteurs qui leur a pu les pousser à un tel acte de barbarie. En tout cas, pour cette première partie, c'est fini. C'était très laborieux. J'espère quand même que ça vous a intéressé. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me dire que ça vous a plu et surtout les commentaires parce que moi je trouverais ça très intéressant d'avoir votre avis. Et puis pour être sûr de ne pas louper la suite, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que je sors une vidéo, je le sais, et ce serait plus simple de s'abonner comme ça vous serez maintenu au courant. Allez, sur ce, salut!